All right. Alors, hey, bienvenue tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, et puis là, je vais me lever aussi pour ça. Aujourd'hui, pour ce premier panel, on va parler de revitalisation des lieux et de placemaking. Quand il est question de placemaking, on parle d'une démarche d'aménagement d'espaces urbains, souvent sous-utilisés, pour permettre une réappropriation de l'espace public par les citoyens. Ici, à Montréal, on a des exemples comme le Jardin Gamelin, le village au pied du courant. Il y en a d'autres, mais c'est souvent des lieux extérieurs qu'on veut familiaux qui favorisent la cohabitation entre toutes les générations. Ici, au Québec, on les imagine surtout comme des espaces qui doivent rejoindre les 7 à 77 ans, mais il y a des exemples européens où on n'hésitera pas à créer des projets pour des clientèles un peu plus nichées, comme les jeunes de la vie nocturne, notamment. Et derrière ces projets, il y a des communautés, des histoires d'ingéniosité, de résilience, de combats réglementaires. Et aujourd'hui, on va explorer comment on fait pour donner une âme à un espace. Peu importe si c'est du placemaking ou de la revitalisation des lieux, comment on fait pour donner de l'âme aux espaces, même s'ils sont temporaires. Alors, j'ai avec moi Jérôme Glad, qui est expert en placemaking chez Belleville Placemaking. Bonjour. Bonjour. Mike Larry, fondateur du collectif Harder et cofondateur d'Espace Nowhere. Salut. Et j'ai Carole Villemontex, agente de développement culturel à l'arrondissement de Plateau-Montréal. Allô, Carole. Allô. Et Oliver Anthony, cofondateur de Phantom, pardonnez-moi, et qui est aussi derrière Parquette, un espace pilote et transitoire dans Rosemont. Salut, Oliver. Bon matin tout le monde. All right. OK. Là, c'est le moment où je m'assois. Première question pour vous, tout le monde. Qu'est-ce qui rend un lieu inoubliable, selon vous? Est-ce que c'est la communauté, c'est l'aménagement, c'est quoi? Oui, OK, je vais commencer. Donc, je suis venu d'Europe, de France, et puis je voyais beaucoup de lieux dans les friches assez extraordinaires à Amsterdam, à Berlin. Il y en avait aussi à Paris dans le temps. Puis quand je suis arrivé à Montréal, j'avais l'image d'une ville super extraordinaire et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était souvent derrière des clôtures de festivals. Et c'était une créativité qui était quand même assez, pas artificielle, mais qui arrivait dans des moments moins spontanés que ce que je voyais en Europe. Et c'est sûr que comme je voyais qu'il y avait un manque là-dedans, très rapidement, j'avais genre 24 ans, je pense, on a créé le village au pied du courant, qui est un peu ce lieu où tu peux prendre ta bière, tu peux marcher un peu partout, les enfants peuvent jouer dans le sable pendant que tu peux avoir du plaisir avec tes amis, puis ça peut finir dans le temps, ça finissait jusqu'à 1h du mat'. Et en fait, je pense que c'est de mixer différentes choses, de se sentir plus libre, parce qu'en Amérique du Nord, tout est dans des cases. Ici, c'est là que tu vas te divertir. Ici, c'est là que tu vas voir un film. Ici, tu travailles. Enfin, ici, c'est l'aire de jeu des enfants, puis c'est plate pour les adultes. Puis quand tu mixes tout, tu arrives à créer un lieu où hop, on se sent un peu différent. Et je pense que c'est ça qui a vraiment frappé au village du pied du courant au début. Et il y a une recette secrète que tu peux vraiment appliquer partout, et les gens vont se sentir ouf. C'est vraiment mieux pour tout le monde, en fait. Ça permet de déjouer les attentes aussi. Oui, absolument. Oliver, qu'est-ce Oui. que tu en penses? Qu'est-ce qui rend un lieu inoubliable, selon toi? J'aurais eu quand même une réponse très similaire, mais je pense que aussi on peut vraiment penser aux aménagements parce que la manière dans laquelle on va aménager un espace, ça va vraiment venir informer, ça va être lesquels publics, lesquels invités qui vont se sentir chez eux dans votre espace. Donc avoir un aménagement qui peut attirer de différentes type de personnes et aussi qui peut s'adapter aux différents événements et au public ciblé par ces événements. Je trouve ça frappant que tu nommes se sentir chez eux parce que l'aspect communauté est quelque chose de très important pour Parquette. Alors, on va y revenir. Et pour toi, Mike? Moi, je dirais l'ambiance, c'est très important. Il faut avoir un espace où on se sent sécuritaire et on sent que les besoins sont... Like we pay attention to the needs. Mais je trouve que la communauté qui vient à ces espaces, c'est ça qui donne vraiment l'énergie et le vibe de la place. Donc, les personnes qui viennent, c'est vraiment ça qui amène les expériences inoubliables parce que tu peux avoir tous les éléments dans un club, les lumières, le son et tout ça. Mais si tu as le mauvais type de personne qui vient, ça va gâcher le vibe pour le monde, surtout... dans notre communauté, il y a beaucoup de différentes personnes marginalisées et tout ça. Donc, c'est important que la communauté soit valorisée. Et c'est ça qui amène vraiment une bonne expérience.
Et toi, Carole, qu'est-ce que tu rajouterais? C'est difficile de passer après tous ces bons commentaires, mais c'est sûr, je rejoins tout ce qui vient d'être dit. Je dirais la versatilité de l'espace, parce que justement, comme ça, la communauté qui s'y rend peut voir plein de possibilités de se l'approprier, puis de l'investir, dans le fond. C'est ça, oui. Là, moi, je dirais d'être ancré dans la communauté et de laisser aussi les gens, les gens de la communauté de faire eux-mêmes des choses pour créer des expériences différentes. Jérôme, tu as initié tu as parlé un peu plus tôt là, de toi, de tes débuts à 24 ans. Tu as initié des projets qui ont pavé la voie du mouvement de placemaking au Québec. Avec des projets comme le village du Pied du Courant, les jardins Gamelin. À Calgary, tu as aussi travaillé sur le projet River Hall, qui est né du désir de transformer un quartier d'affaires en milieu comme plus tripant, là, moins beige et tout. Je pense qu'on a une image de River Hall qu'on pourrait montrer. Yes, exactement. Merci beaucoup. Comment ce projet a transformé le quartier concrètement? Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je fais juste un petit retour en arrière. Quand on a parti le pied du courant, il ne fallait surtout pas dire qu'on ouvrait un bar. À l'époque, c'était vraiment tabou. Je me souviens quand Mathieu, il y a 5 ou 7 ans, il m'avait invité à parler de la vie nocturne. Je disais, ah non, ça va me mettre en opposition avec les élus. Moi, je fais des lieux familiaux. C'était un peu un gros mot, ça me faisait peur. Et aujourd'hui, pour parler d'acquis, il y a vraiment un inversement où les villes se rendent compte à quel point, au contraire, il faut avoir cette vie nocturne, il faut avoir ces lieux cool qui définissent des identités des villes. Donc déjà, gros acquis, probablement notamment grâce à Montréal 24/24. Mais il y a eu un changement. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on faisait des détours pour arriver à faire des lieux cool, tripants, qui flirtent un peu sur la limite des règles. Calgary, quand ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, écoutez, maintenant on a un centre-ville qui est très dense parce qu'on a transformé plein de bureaux en habitations, mais ils n'ont pas de parc, ils n'ont pas de lieu pour se rassembler, ils n'ont même pas un bar. Donc en gros, ils nous ont dit, pouvez-vous faire un pied du courant au bord de la rivière, qui est en même temps vraiment le backyard pour la communauté. Puis en fait, pour nous, c'était assez facile parce qu'on avait déjà vu ces types de lieux-là. Mais quand on implante ça dans une ville qui n'a jamais vu un lieu comme ça, justement, qu'est-ce qui faisait un lieu mémorable? Ils ont complètement capoté, ils en redemandent plus. Puis je tiens quand même à mentionner, je pense qu'il y a des gens d'Air Commune qui sont dans la salle. C'est drôle parce que c'est vraiment un projet qui était comme finalement très top-down. Des gens de Montréal viennent leur dire quoi faire. Puis là, on leur dit, on ne pense pas qu'il y ait quelqu'un pour l'opérer à Calgary. Ils sont d'accord, on fait venir Air Commune, qui le monte, qui l'opère. Et même si c'est très top-down, l'impact dans la communauté et même la communauté d'acteurs qui auraient pu dire pourquoi vous faites venir des gens de l'extérieur, au contraire, ils ont collaboré au projet aussi, ils en demandent plus et ça a vraiment fait une transformation dans l'image de la ville, dans la manière dont le quartier est vécu et c'est encore vraiment tout petit. Cool. Et ton partenaire, Jérôme Barthes, a aussi travaillé sur des projets d'envergure à New York, je pense plus précisément au Bryant Park. Après plus de 25 ans d'existence, tu dirais, qu'est-ce que ce projet nous a appris sur le placemaking? Bon, j'ai rencontré Jérôme Barthes, qui est mon partenaire. Maintenant, lui, il est à New York. Il a fait 15 ans à Bryant Park. Il gérait les opérations, les finances, etc. Je l'ai rencontré l'année où j'avais fait le pied du courant. Le pied du courant, la première année, on a réussi à faire un lieu public extraordinaire, simplement en grande partie grâce aux revenus de vente d'alcool. Donc on s'est dit, putain, on peut faire, excusez-moi du mot, mon Dieu, on peut faire des lieux extraordinaires sans attendre que la ville finance, mais ça a un modèle d'affaires. Et lui, il est venu, il a fait une conférence sur Bryant Park. Valérie Plante était dans la salle, elle n'était pas encore élue, mairesse, et il a montré le modèle d'affaires de Bryant Park. À l'époque, c'était 22 millions de revenus par année pour un parc qui est grand comme un peu plus grand que la place Émilie-Gamelin. 200 employés, zéro argent du public. C'est New York, c'est les États-Unis, et là, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a un modèle d'affaires dans les espaces publics. Je peux devenir entrepreneur en espace public, finalement entrepreneur en lieux cool, qui sont bons pour nous, qui changent l'image d'une ville. Et ouais, ça a tout changé ma perspective du placemaking ou de l'aménagement. J'ai une formation en architecture, c'est une manière très statique de faire les projets. Tu les livres, tu les opères pas. On est devenus des opérateurs avec un modèle d'affaires, des entrepreneurs. Donc c'est ça que Bryant Park a appris et que maintenant, c'est ça, ce modèle d'affaires qui donne la résilience de ces types de lieux. Et Oliver, cofondateur de Phantom, comme je disais, tu collabores également à Parquet. Excusez-moi.
J'aimerais savoir, peux-tu m'expliquer un peu la petite histoire de Parquette? Du début. Dans tes mots, genre en 2-3 minutes. C'est né de quel besoin? Ça fait 2 ans, au moins 2-3 ans qu'on cherche un lieu, qu'on s'intéresse en fait au lieu. Dans un temps, on avait vu l'espace où est-ce qu'il y a maintenant Nowhere. Puis, on a fait une première visite à l'ancien gym qui est maintenant devenu Parquette. Et c'était vraiment une réaction immédiate. On s'est dit, OK, il y avait ce truc spécial, même s'il y avait des équipements d'entraînement physique un peu partout, puis des couleurs floues sur tous les murs. On s'est dit, OK, il y a tout ce qu'il faut ici pour faire un lieu très spécial, même si on va seulement pouvoir l'opérer pendant 1 an ou 2 ans au maximum. Oui, parce que, puis là, on voit aussi là, les images du gym présentement, puis aujourd'hui, c'est devenu un lieu qui est franchement wow. Moi, je me rappelle la première fois que je suis rentrée. Évidemment, c'est ça qui est le fun avec des espaces un peu plus DIY, c'est qu'encore une fois, on déjoue les attentes. Mais ce que je trouve particulier de Parquette, c'est que aussi en rentrant dans cet environnement-là, on sait que ça ne durera pas. Fait que c'est comme, on en profite pendant que c'est là. Et vous, c'était pensé dès le départ comme un projet temporaire. Et qu'est-ce que cette nature éphémère vous a permis d'expérimenter ou des choses que vous n'auriez pas pu faire si ça n'avait pas été temporaire? Bien sûr que ça met beaucoup de contraintes, côté budgétaire, côté administratif, des contraintes dans le temps. On ne peut pas entreprendre des projets qui vont avoir des temps de livraison de 3 à 6 mois. C'est pas possible. Et non plus, on ne peut pas venir rentabiliser le projet sur 5 ans ou 10 ans ou 20 ans comme on le pourrait avec d'autres projets. Donc, ça nous a vraiment forcé de nous lancer dans des partenariats très importants, très proches, pour quasiment tous les aspects du projet. Et aussi de se revirer vers la communauté, comme on en a parlé tout à l'heure, est l'affaire la plus importante dans ces lieux. Mais c'est une communauté qui s'est vraiment impliquée d'une grande façon dans l'aménagement, dans l'opération, dans la préparation aux événements. Donc, ça ne serait pas possible sans ces éléments-là. Donc, pour un projet de courte durée, c'est vraiment pour moi les ingrédients nécessaires. Et Mike, producteur qui s'est établi une réputation enviable ici à l'international, fondateur du collectif Harder et cofondateur de l'espace Nowhere, qui est situé pas très loin d'ici, là, un peu plus bas sur la rue Saint-Laurent. Ce qui est particulier de votre projet, c'est que vous avez bâti la communauté Harder sur plus de 10 ans, et après, ça s'est transformé avec le lieu qui est Nowhere. Et d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi qui s'apprend pour bâtir une communauté comme celle de Harder? C'est sûr que ça a pris beaucoup de temps. Ça fait quand même 15 ans que je joue de la musique à Montréal. Et ça fait 9 ans qu'on a commencé le collectif Harder. Et moi, je dirais l'élément qui a aidé le plus, c'est la persistance. Parce que, comme le monde le sait, il n'y a pas beaucoup d'argent en faisant des événements. La plupart du temps, les événements sont rouges, surtout les premières années. Donc, il fallait vraiment croire au projet, il fallait vraiment croire en la communauté et continuer à pousser. Même s'il y a des pertes, il faut garder la vision un peu long terme, puis garder les valeurs, puis être sûr de qu'est-ce qu'on fait. Et des fois, les bénéfices ne sont pas juste de l'argent. Donc, pour moi, les bénéfices, c'était vraiment la communauté à qui on a construit ensemble. Et là, finalement, après 9 ans, les choses commencent à bien se placer, se roulent, et là, on a notre place à nous. Donc, c'est vraiment beau de voir que finalement, on a une communauté qui apprécie un peu ce qu'on fait. Et là, quand on a notre espace à nous, là, on a encore plus le monde sont encore plus excités pour ce projet-là parce que là, on a we have a home pour notre projet. Et voir ça, c'est comme, on pense pas seulement à l'argent, on pense vraiment à qu'est-ce qu'on peut faire pour notre communauté. Puis c'est ça qui a vraiment commencé à vraiment bouger les affaires. Puis c'était pas facile, mais maintenant on est là, puis ça fait du bien. On n'a pas tant que ça des exemples de collectifs qui ont leur propre espace. Qu'est-ce que ça change d'avoir un lieu permanent? C'est sûr, là, j'ai un peu de la liberté de créativité. Depuis le COVID, on faisait nos événements 1 fois par mois.
Puis après le COVID, tous les coûts ont été comme 2 fois, 3 fois plus chers. C'est plus cher louer des salles, c'est plus cher louer des systèmes de son, c'est plus cher, les salaires ont monté, les DJ fees ont monté, tout est monté dans le fond. Donc, la logique pour moi, c'était vraiment, j'avais un risque financier pour mes événements à tous les mois anyway. Donc, c'était pour moi le même risque financier d'avoir une place que de faire un événement. Donc là, l'avantage que j'ai, je peux éparpiller mon risque sur 4 fins de semaine. Donc, je peux faire plus d'événements. Je peux diviser mes coûts par 8 au lieu de une fois. Là, j'ai mon système de son à moi, j'ai mon équipement à moi. Je peux avoir une certaine consistance dans l'expérience et aussi, j'ai un contrôle aussi sur l'expérience. Parce que, des fois, tu loues un lieu, il y a beaucoup de restrictions. Des fois, nos événements, on veut aller jusqu'à 11h, 10h du matin, mais la salle, la location, c'est jusqu'à 6h. Donc là, j'ai ma place. Comme demain, ce soir, c'est ma fête. On veut jouer, on va arrêter quand je veux. Donc, c'est un peu ça l'avantage. C'est bon, j'aime ça, les auto-cadeaux comme ça. Carole, qui est agente de développement culturel dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, elle contribue à des projets comme le Centre culturel Calixa-la-Vallée, les dossiers en lien avec la vitalité culturelle dans le plateau-Est, et aussi de la caserne 26, un espace culturel qui vient s'intégrer dans un bâtiment patrimonial. Puis il y a aussi une caserne, il y a des pompiers là-dedans, finalement. Alors, c'était quoi l'intérêt d'avoir un espace culturel comme la caserne 26 dans le plateau Montréal? En fait, c'est surtout dans l'est du plateau qui est important parce qu'il n'y a pas de point de service aux citoyens culturels à l'est de Papineau, en fait. Les bibliothèques et la Maison de la Culture sont tous dans l'ouest. Fait qu'on a vraiment un désert, même en termes d'installation municipale. Là, récemment, il y a quand même l'Arena Mont-Royal qui est revenu, mais sinon, en termes de services de proximité aux citoyens, c'est un désert. Fait que, il y a eu vraiment la volonté de maximiser le bâtiment en saisissant l'opportunité des rénovations majeures. Tout en conservant la caserne de pompiers. Donc, le troisième étage a été transformé en espace versatile, justement, pour donner accès aux citoyens, avoir des services aux citoyens, mais aussi être un support à la communauté artistique locale, de s'approprier le lieu, d'avoir un espace de création. Justement, on sait que les loyers, c'est de plus en plus difficile, etc. Fait que c'était vraiment 3 en 1. Là, c'est un bâtiment patrimonial qui a une caserne de pompiers, mais on a un espace de création avec des activités ouvertes aux citoyens. Fait que c'était vraiment de saisir cette opportunité. Et là, quand on parle de bâtiment patrimonial, on peut se poser la question... Comment vous avez dû adapter le cadre réglementaire pour installer cet espace-là? C'est pas tant le caractère patrimonial qui a joué dans le fait de pouvoir faire un espace culturel. Il y a eu vraiment une volonté à l'arrondissement des élus c'est ça, comme je dis, de donner l'accès aux citoyens, fait que de mener cette bataille-là. Parce qu'il faut savoir qu'une caserne de pompiers, c'est géré au niveau de l'agglomération et non pas d'un arrondissement. Fait que c'est beaucoup, en termes de juridiction, il faut se répartir un petit peu les tâches puis collaborer énormément. Pour le culturel, c'est tout à fait ce que je disais au niveau des services. Mais j'ai été surprise parce que j'ai fait la recherche, ça c'est vraiment au niveau de l'urbanisme, c'est un peu hors de mon champ d'expertise, mais il faut savoir qu'une caserne de pompiers, il y a un espace à vocation socio-culturelle, ça fait partie de la même catégorie, c'est le même zonage. Fait qu'il n'y a pas eu de démarche de changement de zonage à faire, c'est vraiment une facilité dans ce temps-là. Très bien. Bon, reste à savoir, est-ce qu'il y a d'autres espaces qui sont disponibles au-dessus des casernes à Montréal? L'espace est géré par l'organisme spécialisé en arts numériques MAP-MTL. Quels sont les avantages à confier la gestion d'un espace à une OBNL? Je pense que pour répondre aux besoins de la communauté artistique, il faut que ça vienne de la communauté. Fait que, comme eux, ils sont plus ancrés dans leur monde. Fait que, comment ils fonctionnent, eux, c'est qu'ils fonctionnent par appel auprès de la communauté pour investir le lieu, bénéficier du lieu pour faire de la création, en échange un peu, en ayant des activités qui sont accessibles aux citoyens. Fait que c'était vraiment le côté lien
avec la communauté, mais ce qu'on bâtit, nous, ensemble avec eux, c'est l'ancrage local. Fait qu'auprès des citoyens et de toutes les catégories de citoyens, que ce soit les jeunes de l'école secondaire Jeanne-Mance, que ce soit les personnes aînées en situation d'isolement, et tout ça aussi avec un rôle d'essayer d'améliorer la cohabitation sociale. Et leur mandat est de combien de temps? Pour l'instant, c'est une occupation de 2 ans. Ils sont entrés le 1er mars 2025. On est en phase d'adaptation. C'est vraiment un projet pilote. C'est un nouvel espace très atypique parce qu'il faut collaborer aussi. Il y a des pompiers quand même, puis il ne faut pas oublier que sous l'espace culturel, c'est la salle de repos des pompiers. Fait qu'il faut avoir faut avoir une cohabitation harmonieuse dans le respect de tout le monde. Donc, on est en adaptation. Fait qu'on va voir dans 2 ans, ça donne quoi, tout ça. Puis après, mais même au cours de c'est un prêt de local, en fait, qu'on fait qu'ils investissent gratuitement le lieu. On adapte, comme nous, on s'adapte à leurs besoins. On a installé des nouveaux équipements pour qu'ils puissent justement améliorer encore une fois la versatilité de l'espace pour qu'il y ait de plus en plus de possibilités. Ils nous font des demandes, on voit dans quelle mesure on est capable d'y répondre, puis si ça correspond à ce qu'on veut que le lieu soit. Pardon. Puis toi, Jérôme, oui, je se réveille. Peux-tu m'en parler davantage des exemples de partenariats public-privé qu'on peut observer dans le placemaking? Oui, en fait, mettons dans le milieu de l'aménagement, ce qu'on pousse vraiment, si une ville veut faire un lieu public ou même un lieu culturel, ce qui est beaucoup plus facile pour elle, espace public, tu vas avec des architectes paysagistes, tu fais un projet, tu le livres, et il n'y a personne qui le gère, il y a juste, tu fais un peu d'horticulture, tu ramasses les poubelles, et le lieu est laissé à lui-même. Nous, dans notre milieu du placemaking, il n'y a plus un lieu public d'envergure qui veut remplir un grand rôle social qui n'est pas géré par quelqu'un. À Montréal, on a le quartier des spectacles. On a Montréal Centre-Ville qui fait une super bonne job. Jardin Gamelin, c'est géré par Quartier des Spectacles, etc. Mais une place laissée à elle-même, qui a un gros succès, dans mon milieu, ça n'existe presque plus. Donc, nécessairement, les villes, on les accompagne beaucoup en ce moment à, oui, d'accord, tu fais un plan d'architecture de paysage, mais il y a un opérateur, ultimement. Très souvent, ce n'est pas la ville. Donc c'est là qu'on fait des partenariats publics-privés, soit c'est des organismes existants, des nouvelles organisations, des conservancy, en tout cas il y a tout plein de modèles. Et ce qui est intéressant quand on fait ça dès le début, c'est que cet organisme qui va opérer a des besoins opérationnels qui vont nourrir les besoins de design. La ville de Montréal, quand elle a fait le café Vigée, au Square Vigée, elle a consulté personne. Quand les survenants après ont dû l'opérer, il n'y avait même pas de hôte commercial, donc tu ne peux pas vraiment avoir une cuisine. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Au niveau, c'était quoi la question encore? J'essaie de pas dévier. Les opportunités d'avoir des alliances. Oui, il faut avoir des alliances. Je pense que la ville doit avoir un rôle de facilitateur. Les villes qui pensent que seules elles peuvent remplir un rôle culturel, ça risque de pas marcher. Dans mon quartier NDG, ça a été longtemps identifié que c'était un désert culturel, alors qu'on a énormément d'artistes, on n'a pas de lieu de diffusion. Et je suis content d'entendre cet exemple-là parce qu'il y a 10 ans, quand la ville a créé un nouveau centre culturel, il n'y a aucune porosité entre ce centre culturel et la créativité locale. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance des créateurs locaux avec ce centre culturel. Il faut créer plus de ponts, mais pour ça, il faut faire des partenariats comme éventuellement avec MAP. Et dans NDG, finalement, ce que l'arrondissement a fait, c'est qu'ils nous ont donné un chalet de parc. Je ne sais pas si on l'a l'image, le rendez-vous. Ils ont dit, écoutez, il n'y a pas de lieu pour se rassembler dans NDG, il n'y a pas de grande terrasse. Il n'y a même pas de salle de concert indépendante. On aimerait bien vous donner le cinéma Impress, mais ça ne va pas être rénové avant très longtemps. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans un chalet de parc? On a pris le chalet de parc, puis on en a fait un peu notre place des festivals locales. 4 concerts par semaine, chaque semaine de l'été. On va développer un programme hivernal aussi, et ça a complètement changé la nature de NDG, qui avant était vécu comme un quartier dortoir. Si je veux sortir, il faut que je sorte du quartier. Ouais. Maintenant, on a ça, on peut se rassembler, c'est toutes les générations. Et ce qui est intéressant, puis je finis là-dessus, c'est que ça finit à 21h ou 22h parce qu'on est dans un parc. Et là, tout le monde se regarde. Où est-ce qu'on sort après dans NDG? Qu'est-ce qu'on se dit en ce moment, la communauté d'NDG? Oh, il nous faut notre lieu intérieur. C'est un bel exemple comment le placemaking peut permettre de changer un quartier comme ça. C'est intéressant. Lorsqu'on démarre un projet de revitalisation comme Nowhere, il y a une grande période de vulnérabilité qui s'installe dès la première année.
d'opération. Il y a la mise aux normes de tout l'édifice. On n'est pas éligible au programme d'insonorisation. On n'est pas éligible non plus à l'accréditation d'établissement de vitalité nocturne. Ça prend 1 an d'opération. Mais pendant ce temps-là, on a un besoin d'opérer et il y a un grand risque aussi de se heurter à des plaintes de bruit parce qu'il faut bien en faire des événements pour générer des revenus. Donc, il y a une tonne de défis et heureusement, en tout cas, Nowhere, vous avez une grande résilience par l'amour fou de votre communauté. Mais j'aimerais savoir, Mike, toi qui es là dans l'industrie depuis ça fait 15 ans que tu es dans l'industrie, tu fais de la musique, tu as ces événements. C'est quoi la valeur de l'expérience dans ce contexte? Quand tu as besoin de... Là, tu montes ton venue, tu montes ton établissement, puis là, pendant 1 an, là, c'est un calvaire. Là. Excusez-moi, mais ça a l'air incroyable comme expérience. Est-ce que tu as senti que ton expérience, elle avait un poids ou tu t'es senti plus écouté dans tes demandes pour obtenir de l'aide? Ben c'est sûr que je suis DJ artiste en premier, donc je ne suis pas expert à gérer un venue ou un club. Mais c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses en faisant l'événementiel, des erreurs qu'on fait dans les budgets. J'ai appris à comme optimiser les choses pour avoir un événement un peu avec du succès. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas pensées. Il y a beaucoup d'enjeux sociaux, il y a beaucoup de relations à forger avec la police de Montréal, les gouvernements, le propriétaire, beaucoup de problèmes avec des contracteurs. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont nouveaux, que je n'ai pas vécu comme en tant que DJ et producteur d'événements. Et c'est sûr qu'en faisant ça, ben, on apprend au fur et à mesure, comme tout dans la vie. On ne connaît pas tout au début. Donc, à date, j'aime vraiment ça. Je suis passionné de ça. Donc, c'est correct. On va avoir des erreurs, on va faire des erreurs, on va s'ajuster. Puis, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Donc, Et vous, Oliver, vous avez vraiment fait le choix, encore une fois, malgré que cette première année puisse être difficile, pour vous, ben, vous avez dit on continue quand même si c'est à recommencer après 2 ans, 3 ans. Nous, on le fait quand même. Qu'est-ce qui vous a permis d'être plus résilient? I'll answer in English for this one, but going into the project, its temporality was, I think, one of the most attractive aspects. It meant that there were a lot of constraints, which when you're under constraint, it really allows you, I think, to focus on what's important and not get distracted by big ideas or dreams. And we just passed the 6-month mark at Parquet. And I think we've already learned a tremendous amount. We've already validated so many of the assumptions and the hopes that we had about what it would mean to do a space like this. And at the same time, we're also seeing, okay, what would it take to perennialize and to make something like this more sustainable and more concrete, either at the same scale or potentially even at a bigger scale in a borough like Rosemont, which obviously, is different from some of Montreal's other boroughs where we're maybe more used to seeing major nightlife projects. Et comment vous avez fait pour vous installer dans le quartier Rosemont? On est dans un quartier résidentiel. Quelle stratégie vous avez utilisée pour mitiger les risques liés avec les plaintes de bruit? Mais c'est clair qu'on a été très proactif et très direct dans la création de ponts avec nos voisins. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait le tour du quartier, le quartier très proche, puis on a livré des lettres écrites à des gens en cognant à la porte pour non seulement leur donner un numéro de téléphone puis une adresse courriel vers où se pointer s'il y avait une question, une curiosité ou un enjeu pour eux autres, mais aussi pour leur donner un visage puis un ressentiment de nos valeurs, nos intentions comme occupants de ce lieu-là qu'eux, ils connaissaient déjà, qui avait été vide pendant un temps. Donc, c'était vraiment vers là qu'on s'est pointé pour s'assurer que dans le cas où qu'il y avait un enjeu de diffusion de son, qu'on pourrait le régler entre personnes, puis sans avoir à se tourner vers un tiers. Puis je pense que ça a très bien été. On est en communication directe, puis je pense qu'il y a des bons vibes entre nous et les voisins. Ouais. Puis vous, Mike, qu'est-ce que vous avez fait pour adresser tout ça? À date, on était pas mal chanceux. On n'a pas eu de plainte de bruit.
Mais c'est sûr qu'on a commencé, on avait un bar en haut, que bien sûr ça nuisait un peu, surtout avec notre système de son, ça shakeait tout dans leur établissement. Donc il fallait vraiment collaborer avec les voisins en haut pour mitiguer un peu le son pendant leurs heures d'ouverture. Par exemple, on jouait à un volume un peu moins jusqu'à minuit. Puis à minuit, quand le bar est ferme, ben là, on pouvait monter le volume comme on voulait parce qu'il n'y avait personne. Là, on a un autre petit enjeu avec la fumée. T'sais, on a un restaurant au 3e étage, donc des fois, la fumée, elle monte en haut. Le smoke machine, pas la cigarette. Donc, là, il faut attendre qu'eux, ils ferment. Donc, c'est sûr, il y a toujours des petits compromis à faire. On ne veut pas être une nuisance à la communauté. On veut vraiment faire partie de la communauté. Donc, c'est quelque chose qui est très important d'être collaboratif. Il faut toujours avoir cet aspect ouvert et avoir genre une certaine flexibilité. C'est sûr que oui, on aimerait ça blaster la musique tout le temps, avoir la fumée tout le temps, puis, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer, puis il y a des compromis à faire pour avoir une certaine harmonie avec tout le monde. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait aussi pour vous assurer que les pompiers acceptent bien le projet, quoi? Le projet a bien été reçu par la caserne en général. Puis, ils sont vraiment collaboratifs quand on fait des demandes, quand on regarde qu'est-ce qui est possible ou pas. Puis, il faut que nous aussi, on soit réceptifs à leur réalité. Mais c'est sûr que nous, quand on a fait l'appel d'occupation, clairement, ça a été dit, on ne peut pas avoir un organisme qui fait de la danse, mettons. Parce que, comme je dis, il y a la salle de repos juste en dessous, c'est des pompiers, c'est un service aux citoyens, on ne peut pas nuire à ça. Fait que, oui, c'est un espace culturel, mais il faut qu'on navigue avec ces contraintes-là. C'est sûr que ça ne deviendra pas un club. Il ne faut pas se voiler de la face. Là. Et après, avec les voisins alentour, ça n'a jamais été un problème, malgré que Maps, ils font du mapping, même des fois, ils vont à l'extérieur, etc. Mais c'est super bien accueilli par la communauté, les résidents autour. Même les pompiers, ils sont tenus au courant de la programmation, puis ils sont très contents à date. Bon, peut-être que vous allez convertir, qui sait. Jérôme, j'aimerais aussi que tu me parles d'initiatives. Bon, toi, tu viens d'Europe, mais pourrais-tu me parler d'initiatives qui ont été menées par des groupes un peu plus nichés, qui sont moins en lien, des projets familiaux, ou encore comment un espace de placemaking peut transformer une ville? Ouais, alors bon. Mais je pense que Montréal, on a plein d'initiatives très, très nichées. Nous, quand on a commencé... il faut comprendre un truc. Moi, je viens du milieu de l'architecture, puis j'ai jamais pensé créer des lieux de la nuit, parce que je me suis jamais estimé cool comme les gens que je vois ici. Et par la bande, je suis devenu un peu cool parce que moi, j'arrive à créer des lieux, mais après, ça prend des gens qui ont du contenu. Tes Pieds du Courant, c'est devenu réputé parce qu'il y a plein de gens du milieu de la nuit qui sont venus y collaborer. Je pense qu'on a plein de trucs nichés à Montréal. On a une créativité qui est extraordinaire, que des fois, on prend un petit peu pour acquis. Je pense dans le sens que on se rend compte quand une salle ferme que merde, ok, c'est important la culture de la nuit. Quand je vais dans d'autres villes, que ce soit Toronto, Calgary, Ottawa, tout le monde regarde Montréal. C'est la plus belle ligne sur mon CV, c'est Montréal. Et pourquoi je dis ça, c'est que là-bas, ils savent très bien qu'ils ont besoin de ces lieux-là pour développer leur culture. Puis après ça, une fois que tu as ces lieux-là, qu'est-ce qui donne la saveur, qu'est-ce qui donne le sens, puis il faut ces gens un peu plus nichés. Donc, mettons, à Calgary, ça va être par exemple le festival Slade Island, qui est un peu leur South by Southwest, etc. Ça arrive juste une fois par année, juste une semaine. Comment tu peux faire que ça développe la créativité à l'année longue et que ça devienne un peu une partie prenante de l'image de la ville? Je ne sais pas à quel point ça répond à ta question, mais on a besoin de ces groupes-là pour créer une vraie culture. Je ne peux pas créer une culture artificielle. OK. Mais ça reste quand même ici que présentement, on a des projets qui sont un peu plus familiaux. Et reste à voir, par exemple, avec les organismes qui vont collaborer sur les prochains espaces ou encore comment ça va se développer aussi dans le futur, à voir s'il ne va pas y avoir une
disons, des plus grandes nuances, je dirais, dans la nature des projets, je veux dire. Précisons par rapport à ça, quand tu travailles dans l'espace public global, pour la résilience du projet, il faut que tu puisses être capable d'être vraiment intergénérationnel et pour tout le monde, parce que sinon, par exemple, je donne l'exemple de River Hall à Calgary, on est au pied de tours d'habitation, ça a été super bien reçu par les locaux, pas de plainte de bruit. Il y en a-tu cette année? Je ne sais pas, Air Commune sont là. Il n'y en a pas eu? C'est incroyable, mais je veux dire, Larry, il a été dans les appartements pour mesurer la qualité du son avant que le lieu ouvre. Ils avaient peur que ce soit bruyant, etc. Il n'y a pas eu de plainte de bruit. Si un lieu comme ça devient un peu trop intense, niché pour juste une communauté, parce qu'on est vraiment au cœur de la ville, open air, là, il y a un danger que le lieu devienne plus acceptable pour le quartier. Maintenant, là, l'an prochain, on construit un bâtiment, on construit un vrai hall sur ce lieu-là. Là, on pourra faire des choses intérieures qui sont un peu plus nichées parce que le bruit va être plus contenu, etc. En intérieur et en extérieur, c'est un peu différent. Okay. Maintenant, Oliver, tu me disais que l'intention derrière Parquet, ce n'était pas que de créer des parties. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Bien, on avait plusieurs choses en tête. On est tous au courant du fait que dans les dernières années, on a vécu la perte d'importants lieux, non seulement pour la culture, mais spécialement pour la culture alternative à Montréal. Donc, c'était une façon pour nous de venir de manière immédiate combler un peu à ces besoins-là qui étaient dans une situation de besoin intense. Puis, on a déjà vu l'impact que ça a eu pour beaucoup de collectifs, puis pour beaucoup de communautés à Montréal. Puis aussi, c'était de vraiment venir penser comment occuper un espace non seulement pour la nuit, mais sur les 24 heures de la journée. Donc, nous, on est ouvert les 6 jours de la semaine en tant que café. On fait des événements, oui, des grandes fêtes de 24 heures ou de 10 heures le soir à 10 heures le matin, mais aussi des petits rassemblements de soir, des ateliers le jour. On offre aussi des cours d'entraînement physique dans notre grande salle de danse qui n'est pas utilisée pendant le café. Donc, c'est vraiment à penser comment créer le plus de valeur possible pour le quartier, oui, mais aussi pour le projet elle-même et pour les communautés impliquées. Intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait cette ouverture-là à la communauté comme ça, même à travers cette programmation plus diversifiée que je le pensais. Très bien. Je vais terminer avec une dernière question. Jérôme, si on se penche sur l'exemple du village du Pied du Courant, est-ce que tu peux nous dire en quoi ce projet-là a été innovant du côté réglementaire? Oui, parce qu'on n'avait aucune idée de la réglementation, en fait, et on avait juste une vision de finalité de lieu. On voit, donc encore une fois, tu vas en Allemagne, tu vois des Biergarten, tu vois ces lieux extérieurs où il y a énormément de vie, et on se disait, on veut la même chose. Et on a un peu rentré dedans avec notre vision, parce que la réglementation par rapport à la régie des alcools au Québec ne te permet pas du tout de faire des grands lieux comme ça, de faire des grandes terrasses. Donc on a utilisé la réglementation événementielle, en des clôtures extrêmement permissives, pour faire un lieu qui vise à une permanence saisonnière. Donc au début, on a dit que c'était un événement de 2 mois, avec vente d'alcool 4 jours par semaine. Et c'est passé parce que en fait, tout le monde s'en foutait de ce projet-là. Ils ne savaient pas du tout ce que ça allait être, donc ils nous l'ont donné. L'année d'après, quand ils se sont rendus compte qu'on allait un peu loin, ils ont voulu faire une restriction là-dessus. Mais là, le quartier des spectacles est rentré en jeu parce qu'ils ont demandé la même chose pour les jardins Gamelin. Et nous, on a dit, là, vous ne pouvez pas nous restreindre, regardez, vous l'avez donné au Jardin Gamelin. Donc, on a comme créé une jurisprudence réglementaire en enfonçant un peu. Puis, je veux dire, c'est ce qu'on fait toujours dans nos projets. Au final, on a une vision, on a une finalité. Les villes veulent créer ces lieux qui sont bons pour leur image. Et plutôt que d'avoir un regard réglementaire de « Ah non, on ne peut pas le faire », on a une vision, puis si on heurte un mur, ok, comment on peut le faire autrement, etc. Et vraiment, depuis 10 ans, on a senti cet inversement, parce qu'on a plein de précédents de lieux à succès et qu'on veut en faire plus, qui fait qu'on est dans un modèle de, ok, on vise une finalité plutôt que juste appliquer un règlement. Je me rappelle, tu me disais, un règlement, c'est pas comme les tables de Moïse. Ah, ça, c'est mon partenaire qui dit ça, oui. Je trouvais ça bon. Fait que c'est plus de ce principe. Oui, tu peux changer un règlement. Puis la Régie des alcools a fait évoluer son règlement depuis 10 ans. Énormément.
Et ça, est-ce que ça vous aide quand vous faites du placemaking? Est-ce que ça l'aide? Ben, en fait, est-ce qu'ils ajustent le règlement dans des événements extérieurs? Quoi? Ben, avant la deuxième année du village au pied du courant, il commençait à être un peu plus restrictif. La troisième, quatrième année, ils ont vu que plein d'autres gens le faisaient, Air Commune, MR63, on a tous plongé là-dessus. Donc là, ils ont commencé à créer un permis saisonnier qui était supposé nous aider. Et ils nous contactaient, ils faisaient de la représentation, prenez notre permis saisonnier. Et là, on a dit, ben non, on ne le veut pas parce que votre permis saisonnier, vous ne permettez pas d'avoir des moins de 18 ans sur le site. Nous, on crée des lieux pour tout le monde. Donc, personne n'a pris le permis saisonnier. Là, récemment, c'est le permis de restauration qu'ils ont vraiment allégé. Tu n'es plus obligé de consommer de la bouffe pour pouvoir avoir un... En tout cas, donc bref, on arrive à faire des choses extraordinaires. Ce serait quand même vraiment amélioré. Calgary, ils ont créé un règlement qui est génial, qui s'appelle Entertainment District, où tu peux avoir sur une grande surface plein de vendeurs différents et tu peux te balader avec ton verre dans une rue, d'un bar à l'autre. C'est extraordinaire. Je pense que la rue Saint-Denis dans le quartier latin aimerait beaucoup faire ça. Et c'est possible d'innover. Il faut vraiment avoir une vision et là-dessus, il faut se concerter parce qu'il faut que la ville ait envie aussi, il faut que le politique s'y mette et on peut arriver à des résultats géniaux. Et ça, je l'ai déjà dit à Tourisme Montréal. Pourquoi on n'a pas des belles terrasses comme en Europe, au Québec? C'est parce que c'est pas parce qu'on a des mauvais designers et des mauvais entrepreneurs, c'est la réglementation qui est un peu pourrie. Puis ça, c'est vraiment clairement écrit dans la réglementation. Vous devez délimiter votre terrasse, etc. Oui, puis après, la Régie des alcools demande une limite sur les terrasses. Et là, il y a cette légende urbaine qu'il y a la réglementation d'urbanisme qui impose des clôtures sur les terrasses. Il y a certaines personnes qui croient ça. C'est à cause de la Régie des alcools. C'est pas vrai. La Régie des alcools, tu peux mettre juste une corde, une délimitation, et ils vont être contents. Donc, il faut juste pas prendre la réglementation comme un fardeau. Il faut essayer de la comprendre et de l'utiliser dans une finalité d'amélioration. On est capable de faire des belles choses. Avez-vous des exemples où vous avez dû un peu contourner les règles ou faire un petit peu de jeu d'épaule là, pour pouvoir atteindre vos objectifs? Je ne sais pas si je veux en parler. Là. Je peux en dire un mot. À Parquet, notre zonage est donné par dérogation. Donc, originalement, de base, c'est du zonage résidentiel. Dans les dérogations qui datent de 10 puis 20 ans, on a donné un usage très spécifique qui donne la possibilité de faire des événements de temps en temps et d'avoir des grands nombres de personnes dans l'espace de temps en temps. Et c'est par là qu'on a pu, en collaboration avec les urbanistes à Rosemont, puis en dialogue avec eux, comprendre que oui, on avait la possibilité de faire 2, 3 événements, 4 événements d'envergure par mois, sans que ça soit comme en violation de ce zonage-là, mais ça met clairement des contraintes sur le projet. Mais c'était vraiment une zone grise où est-ce qu'ils ne voulaient pas nous dire que oui, on le pouvait, mais ils allaient non plus dire non qu'on ne pouvait pas. Donc, c'était une entente légère avec eux autres. Pensez-vous que cette expérience-là, dans le futur, après Parquet, ça va pouvoir vous donner comme un levier de négociation, de dire hey, on a ce précédent-là? Un précédent, oui, dans la politique de l'avenir actuel, ça peut être très utile de pouvoir démontrer qu'on a eu un an d'activités qui se sont bien déroulées, puis de grande fréquence, puis avec une équipe bien formée, puis bien expérimentée maintenant. Mais aussi, ça nous a montré qu'il y avait vraiment une bonne volonté de la part de l'arrondissement d'accueillir et de soutenir ce genre de projet. Puis ça nous a donné un très bon avis de l'arrondissement et un désir de rester en collaboration avec eux pour nos prochains projets. Intéressant. Alors, merci tout le monde. Je trouve que ce panel-là a permis de démontrer non seulement comment la communauté peut nous rendre encore plus résilients, comment la participation des organismes, des organisations avec les villes permettent de donner encore plus de vie à ces espaces mal aimés et aussi toute la créativité que ces projets-là permettent. Mais encore là, il faut se permettre de rêver pour pouvoir donner vie à nos projets. Alors maintenant, on va poursuivre à la pause. On va se retrouver, il est 11h15, on va se retrouver à 11h30 pour notre deuxième panel sur les collectifs et les collectifs, regards sur les scènes underground par les collectifs. À tout à l'heure. Merci.